Bien. Alors, en tout cas, donc, ce que je vais faire, donc, je vais créer un projet. Alors, ça ne concerne pas ce qu'on veut faire. Alors, File, New. Alors, Project. Alors, en fait, le projet, donc, je vais utiliser Spring Initializer. Ça, c'est Spring Startup Project. J'utilise Java 8. Alors, ça suppose que j'ai une connexion Internet pour faire ça. Et ici, donc, je vous demande juste de suivre parce que sans doute, je vous laisserai vraiment le week-end pour on va travailler dessus. Donc, tous les démos sont enregistrés, donc vous pouvez refaire ça, il n'y a pas de souci. Alors, donc, on va spécifier donc, le groupe ID, donc on va choisir un groupe ID quelconque. Le nom du projet, donc, ça c'est catalogue service, par exemple, cat service. Le langage Java, c'est un projet Maven. Et voilà, donc je laisse les paramètres par défaut, next. Et après les dépendances. Alors maintenant au niveau des dépendances, j'aurais besoin donc côté d'abord SQL, j'ai besoin d'utiliser GPA. J'ai besoin d'utiliser MySQL comme base de données. Après je peux choisir donc les dépendances que je veux. Côté web, j'ai besoin de cocher web parce que là, j'ai besoin d'utiliser donc en fait un REST controller, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de lumière, c'est ça? Mais le problème, si j'éteins la lumière, ça va faire. Faire cinéma. Comme cinéma. Ah, maintenant c'est mieux. Oui, c'est bon, c'est bon. Est-ce qu'on voyait rien? C'est mieux? C'est mieux, c'est mieux. Bien. Donc, j'ai la web. Et après, si vous voulez, tout à l'heure, si vous ne voulez pas passer le temps à écrire le code du web service REST, vous cochez ça, REST Repository Resource. Alors ça, c'est Spring Data REST, c'est-à-dire, c'est la notation que je vous ai montré tout à l'heure, Repository REST Resource, qui permet donc de mettre en œuvre un web service. Bon, ça c'est en fait les dépendances classiques. Et après, vous pouvez ajouter, par exemple, on va utiliser Lombok. En fait, Lombok, si vous ne l'avez jamais utilisé, c'est pour éviter de générer les getters et setters, ce qu'on fait d'habitude, ce qui est parfois assez lourd, n'est-ce pas? Alors avec Lombok, des annotations, ça génère automatiquement ce code-là dans le bytecode. Donc on n'a pas besoin d'écrire ce code. Quoi d'autre? C'est tout. Next. Finish. Alors je vais créer ça, je vais l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre ou bien dans cette fenêtre. Ok. Alors comme c'est un projet Maven, donc ça nécessite d'avoir la connexion Internet et également il faut attendre jusqu'à ce qu'il télécharge les dépendances. Et en même temps, parfois vous attendez qu'il indexe l'ensemble des fichiers pour ne pas... donc au démarrage, vous attendez une minute ou 2 minutes comme ça. Voilà. Et après, on va commencer à créer voilà, notre code de notre microservice. Alors pour moi, donc, je suis dans ce cas d'architecture. Donc j'ai besoin de créer un microservice qui permet de gérer des produits. N'est-ce pas? Alors je vais créer d'abord l'entité produit. Alors, je suis dans le package de l'application. D'ailleurs, déjà, l'application Spring Boot, elle est là. Ça, c'est l'application qu'on va démarrer après. Maintenant, je vais créer dans le même package, je vais créer la classe. Est-ce qu'on peut créer un service séparément d'application? Oui. Est-ce qu'on peut créer le service séparément d'application? Mais non, l'approche microservice, un microservice est une application. Ah, d'accord. Donc c'est dans l'approche elle-même, c'est une application indépendante. Donc cette classe service application, ce sera juste pour tester le service? Non, c'est pas pour tester, c'est pour démarrer le microservice lui-même. Alors donc j'ai la classe produit que je vais créer, je vais la mettre dans un
package. Alors, ça c'est le package de base de l'application. Org SID 4 service. Je vais ajouter .entities. Entities pour séparer les rôles. Et après, je vais le déplacer vers. Je déplace et ici, je déplace la classe dans ce package-là. Bon, il va créer donc ce package, il n'y a pas de souci. Alors en tout cas, donc ça c'est une entité. Alors une entité GPA, c'est une classe qui est sérialisable. Et après, on va utiliser donc les attributs. Bon, un produit défini par son ID qui est de type long, par sa désignation de type string, par le prix, par la quantité. Alors, ça c'est mes attributs de l'objet métier. Alors, pour que ce soit une entité GPA, donc j'ai besoin de la notation entity et la notation ID pour l'identifiant. Et après, comme le ID est généré automatiquement, on va utiliser la notation generated value et stratégie égale identité. Comme ça, on va avoir un auto-increment. Alors, c'est l'entité GPA. Et après, qu'est-ce qu'il me reste? Les getters, les setters et tout ça. Bah, avec Lombok, je n'ai pas besoin d'écrire ça. Il suffit d'utiliser la notation data. Data. Alors, data, ça veut dire, ça y est, on n'a pas besoin de voir les getters. Dans le bytecode, Lombok va ajouter automatiquement les getters, setters. Si vous voulez un constructeur sans paramètres, vous ajoutez la notation noArg constructor. Un constructeur avec tous les paramètres, c'est allArg constructor. Si vous voulez ajouter une méthode toString, vous utilisez la méthode toString. Alors ça c'est Lombok. Mais si vous voulez travailler avec Lombok, parce qu'en fait Lombok, qu'est-ce qu'il fait? Quand vous enregistrez, le compilateur de votre IDE, il fait appel à Lombok qui va visiter le code. Dès qu'il trouve la notation data, il ajoute dans le bytecode les getters et setters. Mais si vous voulez qu'il le fasse comme ça, il faudrait configurer votre IDE pour travailler avec Lombok. Alors si vous travaillez avec IntelliJ, il faut installer un plugin. Pour le faire ça, il y a un plugin. Dans les settings, dans le setting, vous avez plugins. Et après ici, donc, vous cherchez le plugin Lombok. Si vous êtes connecté, vous le cherchez, Lombok. Et vous l'installez. Bon, c'est rapidement. Ça, c'est-à-dire que votre IDE, il reconnaît les annotations Lombok. Ça, si vous voulez le faire. Moi, je l'ai déjà fait. Alors, en tout cas, donc, vous avez l'entité produit qui est créée. Maintenant, je vais créer la même chose. Donc, je vais créer l'interface produit repository. Donc, je vous montre le code de tout à l'heure. Donc, il va créer les getters, les setters et les constructeurs. Chaque annotation, il indique. Alors, les data, c'est les getters et setters. NoArg constructor, c'est le constructeur sans paramètres. AllArg constructor, et après, vous avez tout ça. Donc, à l'enregistrement, tout ça va être. Oui. À chaque fois que vous enregistrez, il l'ajoute dans le bytecode. Même, vous n'avez pas besoin de le voir dans le code source, mais c'est fait. Donc, je crée l'entité. Maintenant, je vais créer l'interface GPA repository. Alors, c'est ce que je vais faire ici. New interface. Classe, et après, je vais choisir la interface. Alors, c'est produit repository. Repository. Alors, repository, donc, je ne vais pas la garder dans le même package, je vais utiliser un package DAO. Alors, bien sûr, donc, quand vous dites DAO, il faut renommer. Il faut déplacer le fichier vers le bon package. Il va me créer à nouveau donc, le package DAO. Alors, donc, une interface basée sur Spring Data GPA Repository a besoin d'hériter de l'interface GPA Repository. GPA Repository. Alors, GPA Repository, c'est une interface générique basée sur Spring Data. On a besoin de lui donner deux paramètres. Le premier, c'est produit, et le deuxième, c'est le ID. C'est-à-dire, je veux gérer des produits, je vais importer la classe, et le ID de produit est de type long. Alors là,
c'est bon. Alors maintenant, si vous voulez, on va d'abord tester la couche DO avant de passer au web service. Alors pour tester l'application, la couche DO, donc je vais revenir vers l'application. Le moyen le plus simple, c'est d'implémenter une interface qui s'appelle Command Line Runner, ce qui va vous obliger de redéfinir une méthode qui s'appelle Run. Alors en fait, ça veut dire quoi? Quand vous démarrez l'application, une fois qu'il va démarrer Spring Application Run, il va démarrer Spring, il va scanner les classes. Une fois qu'il termine, il appelle la méthode Run. Donc c'est ce que je vais faire ici. Dans la méthode Run, j'ai juste besoin de déclarer un objet produit repository et j'ai besoin d'utiliser l'injection des dépendances avec AutoWrite. Alors ici, donc, je vais ajouter quelques produits. Alors, produit repository.save. Je vais ajouter un produit. New produit. Alors, c'est comme on a généré un constructeur avec tous les paramètres. Donc, le ID, c'est nul. Je ne connais pas. La désignation, c'est, par exemple, ordinateur. Le prix. La quantité. Alors je vais ajouter 3 produits. OK. Après smartphone. Voilà, alors quelques produits. Je vais afficher la liste des produits. Donc c'est produit repository.findAll.forEach. Pour chaque produit P, j'affiche P.toSync. Alors ça c'est un test. Alors pour que ça marche quand même, il me faut configurer le fichier application.properties. Alors ça se trouve dans ressources. C'est dans ce fichier-là que je vais spécifier quel type de base de données et un tas de choses. Je vais faire copier-coller ces propriétés que je viens de vous montrer. Là, je les mets ici. Et après, je devrais adapter ça. Alors, premièrement, comme on est dans une version 2 qui est plus récente de Spring Boot, d'abord, au niveau de les URL, pour éviter de... Donc, on va spécifier donc, notre base de données prod de catalogue. Catal. Alors pour éviter une erreur qui va vous indiquer comme quoi il faut le time zone, je vais vous montrer l'erreur et après comme ça vous allez comprendre. Alors vous remarquez que le pilote GDBC comme mysql.gdbc.deliver il est déprécié. Deprecated, pourquoi pas dans la nouvelle version il utilise un pilote plus récent. Je vais le laisser et après on va voir ce qu'on va faire. Alors cette base de données là, on va essayer donc de la créer. Donc j'ai démarré, voilà, exemple, etc. Je vais accéder à phpMyAdmin. Je crée juste la base de données. Je ne vais pas créer bien sûr les tables parce que c'est le framework qui va Hibernate qui va se charger de créer les tables. Et je démarre l'application. Alors, Run Java Application. Alors, bien sûr, ici, donc, quand vous exécutez, comme on aura forcément une exception qui va être affichée. Alors, ça, c'est un petit problème que vous allez souvent rencontrer. Voilà. Alors ici, donc l'exception, il vous indique, voilà, time zone.
voilà, caused by, de server time zone Maroc n'est pas reconnu par... alors, il se trouve que la version du payload JDBC que vous utilisez dans MySQL, quand il tente d'établir une connexion avec MySQL, il utilise le time zone de votre machine. Et comme le time zone de ma machine, c'est Maroc, alors que le SGBD MySQL, il n'est pas configuré pour accepter des connexions avec ce time zone, deux solutions. Soit vous allez vers MySQL, vous dites je vais ajouter le time zone Maroc, ou tout simplement vous lui dites je vais utiliser le time zone universel. Alors c'est ce que je vais faire ici. Dans le fichier application properties, je vais juste ajouter ici point d'interrogation server time zone égale UTC avec un T majuscule ici. Alors ça c'est la première. Deuxième, c'est cette ligne-là, en fait, vous n'avez pas besoin de la mettre, vous la mettez en commentaire parce qu'il se trouve que le Spring, en fait, il configure par défaut un pilote JDBC qui est plus récent que celui-là. Donc vous n'avez pas besoin de spécifier le pilote JDBC, il va utiliser un pilote JDBC plus récent. Alors enregistrer. Alors je vais démarrer à nouveau. Bon, a priori, donc, cette fois-ci, donc, ça passe. Il va, vous voyez, à la fin, donc, j'affiche les produits qui ont été insérés. Maintenant, maintenant, il me faut le web service. Alors, pour créer le web service, donc, comme je disais, donc, il existe deux manières de faire. Soit vous créez vous-même votre web service en utilisant un REST controller. Ou tout simplement, vous pouvez vous baser directement sur Spring Data REST. Alors, utiliser Spring Data REST, pour l'utiliser, il suffit donc d'ajouter ici la notation repository REST resource. Alors, ça y est, bon, le web service il est créé. On va enregistrer. Je redémarre. Et je peux directement accéder à mon... ça y est, donc je viens de créer un microservice. Alors, maintenant, je peux y accéder via une autre application. Si je suis dans un autre microservice, ou bien je suis dans la partie front-end, ou bien une application mobile, je peux directement dialoguer avec ce microservice. Comment? Il suffit d'envoyer des requêtes HTTP, localhost. Alors par défaut, le port utilisé c'est 8080 de Tomcat, parce qu'en fait Spring il démarre par défaut donc Tomcat. Et vous mettez slash produit avec S, parce que là il respecte, si l'entité s'appelle produit, donc toutes les ressources produits, donc il faut écrire produit comme ça. Alors si vous consultez, vous voyez donc le résultat retourné ici, c'est des données en format JSON. Alors ici donc je vois la désignation, le prix, la quantité. Alors plus que ça, quand vous avez des relations entre les entités, vous allez avoir ici des liens qui permettent d'aller vers les autres ressources. Alors ici pour le moment, pour consulter la liste des produits, vous faites ça. Vous voulez consulter un seul produit, vous mettez /1 par exemple. Alors /1 ça veut dire quoi? C'est-à-dire le produit dont ID égale à 1. Alors maintenant si vous voulez ajouter un produit, il faut envoyer une requête avec post. Alors pour cela donc on va tester avec un outil, il vous faut un outil REST comme SoapUI ou bien Advanced REST Client. Il y a un plugin sur Chrome que vous pouvez installer qui s'appelle Advanced REST Client, ARC. Alors si vous installez cette extension dans Chrome, alors voilà ce qu'on va faire. Donc je vais tout simplement envoyer une requête avec cette fois-ci post. C'est localhost vers quelle ressource? C'est produit avec S. Et comme j'envoie une requête comme ça, donc je spécifie juste l'entête content type. Content type c'est application /JSON. Donc quand je vais envoyer les données du produit, je vais les envoyer en format JSON. Et dans body, j'écris mes données. Je veux ajouter un produit en format JSON ici. Alors c'est quoi la désignation? Donc l'attribut désignation
de points. Par exemple, la désignation, donc ça c'est un ordi, Dell, etc. Virgule. Le prix, price. Prix ou price? Price. Alors, si le prix, la quantité de points. Alors, ici donc envoyer, send. Alors, la réponse c'est 201, ça veut dire created. Alors, si vous cherchez dans la base de données, localhost 80 tout court, 80. phpMyAdmin. La base de données s'appelle Protcatal. Produit. Alors je vois bien ici donc l'objet a été bien ajouté via REST. Maintenant je vais ajouter, voilà, je vais mettre à jour, update. Alors pour faire update, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais envoyer une requête avec put /produit/id. Je vais mettre à jour dans le id égal, je n'ai pas ici donc notre produit c'est id égal 7. Donc 7. Et je vais changer par exemple, voilà, je vais changer le prix. Je vais mettre 7000 dirhams. 7000, ok. La même chose. Généralement, le status code, quand c'est put, c'est 204. Quand c'est get, c'est 200. Hein? Quand c'est post, c'est 201. Mais les 200, ça veut dire c'est ok. Alors, je regarde dans ma base de données. Alors ici, donc, je vois bien que ça, c'est mis à jour. Je supprime. Donc, j'envoie une requête cette fois-ci avec la méthode delete. Send, c'est 204, c'est OK. Je regarde dans ma base de données, elle est supprimée. Donc vous voyez donc en quelques. Derrière l'API REST, derrière cette API REST, qu'est-ce que j'ai? Ben j'ai ici cette annotation qui permet de régler tout le problème. Ça, la partie, bien sûr, le web service. Et après, donc, je reviens, donc je peux consulter. Donc, vous voyez ici, ça c'est la partie back-end de notre microservice. D'accord? Enfin, en réalité, c'est le microservice. Maintenant, je veux créer une application web mobile. Ben, il vous faut connaître un framework comme Angular, comme Ionic. Si vous le connaissez, vous pouvez interagir avec ça. Alors, ça, c'est l'étape, ça va être l'étape suivante que je vais vous montrer par la suite. Et ça nécessite donc qu'on fasse un cours sur Angular. Et après, on va essayer donc de voir comment travailler la partie front-end. C'est clair? Alors, juste pour si vous voulez terminer, il se trouve que parfois, par exemple, je veux une méthode qui permet de chercher des produits. Dans la désignation contient un mot-clé. Qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, il suffit d'ajouter dans l'interface une méthode public, par exemple, qui permet de retourner une liste de produits. Et la méthode, on va juste l'appeler find by. Alors, quand vous dites find, c'est select. By, ça veut dire where. Where, quoi? Désignation. Désignation, l'attribut désignation. Contains. Qu'est-ce qu'il contient? String, désignation. Alors le problème Spring Data, il comprend ça. Donc il sait que désignation... C'est une recherche par mot-clé. Par mot-clé. Ok? Alors maintenant, ça, vous venez d'ajouter une méthode qui permet de chercher des produits. Mais pour accéder à cette méthode via l'API REST, on va juste ajouter ici la notation REST Resource. Et REST Resource, donc c'est path. C'est quoi le path qu'on va utiliser?
Alors ici donc le path, je vais utiliser donc c'est slash par exemple chercher ou bien par by désignation. Alors comment maintenant accéder à cette méthode là? Je vais stopper ça. Alors ici donc j'ai slash produit, bon ça c'est la liste des produits. Vous remarquez déjà une chose, c'est que le ID par défaut il n'est pas exposé. Avec Spring Data REST, le ID il n'est pas exposé, mais tout à l'heure je vais vous montrer si vous voulez l'exposer dans les données REST, on va configurer Spring Data REST. Alors pour pouvoir faire la recherche, il faut utiliser ça, slash search d'abord, slash la ressource. C'est quoi la ressource? C'est by désignation. Point d'interrogation. Alors ici, on a oublié quelque chose d'important, c'est que là, il faut utiliser la notation param. Param de Spring Data. Spring Framework Data Web. Param, par exemple, ici, MC. Alors, param MC, ça veut dire quoi? MC égale... Exactement. Ça veut dire que maintenant, si je veux envoyer la requête, il faut mettre point d'interrogation, MC égale valeur. Alors, par exemple, je vais mettre ici HP. Normalement, ça devrait me retourner tous les produits dans la désignation contiennent le mot-clé HP. Alors, la même chose, donc, je n'ai pas besoin de passer assez de temps à écrire des méthodes d'une manière classique. Vous voyez donc que ça donne que des trucs HP. Produit, voilà. Oui. Ok. Alors, c'est pas lisible, il faut mettre search ici. Search d'abord, parce que c'est un mot-clé de Spring Data, Data REST, et après vous avez ça. Alors, donc ça c'est pour rechercher des éléments. Alors, si vous voulez rechercher par pagination, c'est-à-dire vous voulez paginer, n'est-ce pas? Alors, dans ce cas-là, parce que quand il y a beaucoup de données, on ne va pas retourner des listes, ben, vous faites la même chose. Oui. Alors je vais l'appeler by désignation page. Alors cette fois-ci, donc on ne va pas retourner une liste, mais on va retourner une page. Page de produit. Page. Et quand vous avez un objet de type page, il faut ajouter un autre paramètre. Pageable. Alors pageable. Pagination, pageable. Alors là, vous avez également, cette fois-ci, les résultats qui vont être retournés, c'est page par page. On va spécifier les informations sur la page, ça veut dire la taille de la page et le nombre d'éléments dans la page. Tout à fait. Je vais enregistrer. Et on va regarder. Ça, c'est un service qui, par exemple, est associé à un point barre de recherche dans une application. Alors, généralement, quand vous faites des recherches, il ne faut jamais retourner des listes comme ça parce que si le nombre de résultats est très important, ça n'a pas de sens. Donc, généralement, vous donnez la possibilité au client, par exemple, l'application web mobile, de l'utilisateur, lui, il va aller page suivante, vers quelle page il. Donc, ça, c'est assez pratique. Alors, pour cela, donc, pour avoir ça, donc, je vais prendre ça. Je vais utiliser cette fois-ci by. Désignation pitch, point d'interrogation. Alors qu'est-ce que je dois mettre là? D'abord MC égale H par exemple, and pitch égale 0, and size égale 2. Il me retourne un résultat, mais cette fois-ci, combien d'éléments qu'il me retourne ici? Que 2. Il y a un et un deuxième. Mais si je veux la page suivante, c'est pitch égale à 1. Alors il me retourne la deuxième page, la troisième, la deuxième page. Et il se trouve que parce qu'à chaque fois que je redémarre, j'insère les mêmes données.
n'est-ce pas? La base de données l'augmente. Oui, le nombre. Mais si vous mettez par exemple ici, donc je veux la page 0, et dans la page 0, je veux par exemple 5 produits, ben, il vous donne 5 produits. Et en même temps, à chaque fois qu'il retourne, il vous donne des informations sur la page courante, la page C, Total Elements. Normalement, sur cette recherche-là, il y a des éléments. Total Pages, il y a combien de pages? 2, c'est normal parce que j'ai demandé 5 pages. Et après, le numéro de la page actuelle, c'est... Alors tout ça, ça va être utile dans la partie web. Parce qu'on a besoin de créer la barre de pagination et de navigation. Il y a aussi une liste des requêtes qu'on fait. Ici? Oui. Alors ça, c'est Spring Data REST, il vous retourne toujours, c'est-à-dire ce qu'on appelle les liens vers les autres ressources. À chaque fois que vous consultez une ressource, il vous donne les liens. Qu'est-ce que, par exemple, vous voyez, il me donne ici, si vous voulez avoir le détail de ce produit-là, vous allez vers ça. Donc ça, c'est le détail. Vous voulez, et après, il vous donne les autres ressources. Vous voyez, search, vous voyez, donc ça, c'est un peu le principe. C'est bon? Je vais lancer un peu des formats XML par exemple, comment on fait? Alors, format XML, il suffit d'envoyer la requête. Alors, en fait, ça c'est dans le reste, en principe. Alors, dans le reste, alors quand vous envoyez une requête avec get, par exemple, ici, / produit, send. Alors, par défaut, il vous retourne les données au format JSON. Et après, si vous dites, je veux pas JSON, je veux, c'est pas content type, c'est, oui, c'est ça, appliquer, en fait, il faut envoyer une en-tête qui s'appelle accept, et vous mettez application JSON ou bien application XML. Alors ici, donc, en principe, il devrait vous retourner les données au format. Parce qu'en fait, dans le reste, c'est le client qui demande le format. Alors, sauf que ici, par défaut, Spring Data REST, il est configuré en format JSON. Et après, si vous voulez configurer, vous avez des annotations produces dans lesquelles vous pouvez spécifier le format que vous voulez utiliser. C'est-à-dire, maintenant, c'est un peu on va dire, quand vous utilisez Spring Data REST, vous avez beaucoup de choses qui sont faites. Il y a des choses que vous pouvez configurer logiquement, vous pouvez configurer tout. Mais parfois, il se trouve que parfois vous serez obligé de créer tout ce que vous ne pouvez pas faire avec Spring Data REST, vous créez un autre REST controller qui permet de faire ça. Alors je vous donne juste l'exemple ici. Maintenant, je laisse ça, je vais créer par exemple un autre. Je termine d'abord Spring Data REST parce qu'il reste quand même une autre partie qu'on appelle les projections. Alors supposons que vous voulez personnaliser, vous voulez par exemple une méthode qui permet de retourner, je ne veux pas la désignation, je veux que par exemple, je veux que le prix des produits, je ne veux pas les autres attributs, n'est-ce pas? Je veux que les prix des produits. Alors qu'est-ce que je vais faire? Alors ce que je vais faire, c'est que je vais juste, dans le même package où se trouve l'entité, ça c'est une condition, ici, entities, vous créez une interface que vous allez appeler produit projection. C'est une interface. C'est pas grave si vous laissez classe, après vous changez classe par interface. Après. Parce que parfois on a l'impression qu'il fait des choses, mais il vous génère des codes. Alors, produit projection. Alors en fait, une projection, c'est quoi en fait une projection? Alors d'abord, une projection, c'est une interface qui contient la méthode projection. Chaque projection, vous lui donnez un nom. Name. Alors la projection, je vais l'appeler P1. Et une projection s'applique à des classes. Alors pour cette projection s'applique à la virgule. Alors, la projection de Spring, oui. Target. Types, voilà, types. Alors, il s'applique au type. Alors, c'est quoi le type ici? Donc, c'est produit. Point classe.
Ici, qu'est-ce que je vais faire? Dans cette interface, vous dites, je vais créer une méthode que je vais appeler get, qui permet de retourner un double. La méthode, je vais l'appeler getPrice, comme ça. Alors, dans la classe produit, j'ai un attribut qui s'appelle price, la méthode getPrice, n'est-ce pas? Alors, si vous laissez cette projection comme ça, vous démarrez votre application, vous allez voir quelque chose d'intéressant. Alors, qu'est-ce que je vais voir? Donc, j'ai produit. Alors, si vous mettez produit, remarquez que vous avez tous les attributs, n'est-ce pas? Mais si vous mettez produit, point d'interrogation, vous ajoutez projection égale P1. Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire je lui donne-moi les produits, mais en utilisant la projection P1. Entrée, regardez les résultats. Pour chaque produit, j'ai que price. Ça veut dire que chaque produit, il applique cette projection. N'est-ce pas? Donc, à nouveau, avec les projections, vous pouvez personnaliser le contenu que vous voulez mettre, etc. Ça, c'est juste pour vous donner une idée sur les projections. Alors, après, vous pouvez ajouter je veux projection, je veux public string désignation. Ça marche pas, comme ça, c'est get désignation. Alors, autre chose, tout à l'heure, je disais que par défaut, donc le ID n'est pas exposé. Okay? Il n'est pas exposé. Donc, si vous voulez configurer la Spring Data REST, par exemple, vous voulez demander d'exposer le ID de produit, on pourra lui demander ça en utilisant alors ici donc projection P1, déjà vous voyez donc ça apparaît des désignations. Alors si vous mettez / produit, vous avez tous les prix. Ça c'est l'idée d'une projection. Alors juste pour exposer donc le prix, plutôt le ID. Alors je vais aller vers l'application. Alors dans l'application, je vais juste utiliser, je vais déclarer un objet, une interface. Je ne me rappelle même pas comment il s'appelle. Alors rest config. En tout cas, rest template. Repository REST configuration. Vous allez voir. REST configuration. AutoWired. Ici. REST configuration. Voilà, c'est bien ça. Alors, il suffit de déclarer donc un objet repository REST configuration. Donc, c'est avec cette interface-là, on peut configurer Spring Data REST. Et moi, ce que je vais faire ici, donc je vais lui demander REST configuration.expose IDs for produit. .class. Ça veut dire, je lui dis qu'à chaque fois que tu vas convertir un objet produit en format JSON, n'oublie pas d'exposer également le ID. Alors, généralement, vous n'avez pas besoin du ID parce qu'il utilise les liens, mais si le cas où vous en aurez besoin, vous pouvez faire ça. Alors, on va vérifier. Voilà. Produit. Vous voyez, cette fois-ci, nous avons file. Alors maintenant,
la dernière chose, c'est supposons maintenant vous voyez déjà avec Spring Data REST, vous pouvez faire tout. Après, vous pouvez configurer, vous pouvez personnaliser. Alors, mais s'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, souvent il y a des cas comme ça, ben, c'est quoi la solution? C'est de créer un REST controller. C'est ce que je vais faire dans mon cas ici. Donc, je vais créer une classe que je vais appeler. Des traitements qu'on ne peut pas trouver. Exactement, qu'on ne peut pas avec Spring Data REST. Il y a parfois des cas assez tordus que je n'arrive pas à faire avec Spring Data REST. Donc, je peux utiliser REST controller. Alors, c'est ce que je vais faire ici. Produit REST controller ou bien REST service. REST service. Alors pour créer donc un web service sans passer par Spring Data REST, il faut utiliser la notation REST controller. Alors notre service, il a besoin de l'interface produit repository. Alors pour faire l'injection, c'est hotwired. Et après, vous dites maintenant, je veux par exemple la liste des produits. Une liste de tous les produits. Liste produits. Bon, ça, normalement, ça, on l'a déjà. Alors, pour accéder à cette méthode, on va utiliser la notation getMapping. Et après, normalement, je devrais faire ça slash produit, mais si vous le laissez, vous allez créer une confusion. Parce que slash produit, ça existe déjà il est déjà exposé par Spring Data REST. Mais pour faire juste la différence, je vais mettre liste produit, comme ça. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Dans ce cas-là, je vais retourner return produit repository.findAll. Là, maintenant, je fais ce que je veux. Parce que parfois, il se trouve que vous avez besoin d'appeler une méthode dans la couche métier, dans laquelle vous avez des traitements assez complexes. Alors, dans ce cas-là, avec Spring Data REST, ce n'est pas suffisant. Donc ici, on est obligé de passer par ça. Et dans ce cas-là, vous appelez, au lieu d'appeler produit repository, vous appelez directement la couche métier, la couche service, et vous appelez les traitements. Alors, si vous voulez, alors ça c'est value. Alors, tout à l'heure, vous avez posé la question le format, et après vous ajoutez C, produces, et après ici donc vous pouvez utiliser MediaType de Spring point, et là vous mettez application JSON ou XML. Alors quand vous mettez ça, ça veut dire que vous êtes en train de produire le résultat format XML. Et après, vous pouvez utiliser plusieurs JSON, XML, etc. Mais après, c'est l'utilisateur qui va choisir. Quand il envoie une requête avec accept application JSON, il reçoit les données en format JSON. Mais il y a un autre qui envoie la requête avec accept application XML, il reçoit le format XML. D'ailleurs, c'est l'une des caractéristiques de REST, de la norme RESTful. Alors ici, donc, je ne vais pas le faire. Alors, si vous ne mettez rien, par défaut, c'est du JSON. Alors généralement, quand vous êtes dans le cadre des applications web, XML c'est pas pratique parce que XML c'est très verbeux, ça prend beaucoup d'espace. JSON c'est plus compact, c'est plus rapide à transmettre. Alors vous avez ça, donc si vous voulez par exemple consulter un produit, il faut mettre ici liste produit et vous mettez ID ici comme un path variable. Et là, on va mettre long ID. Et pour lui dire que ID, il vient du path param, vous utilisez la notation path variable. Alors, le paramètre s'appelle name égale ID. Et dans ce cas-là, je vais retourner un produit. Et dans ce cas-là ici, donc, je vais utiliser find by ID. ID. Et vous ajoutez .get. Alors, si vous voulez mettre à jour un produit, c'est la même chose. Slash ID. Ici, au lieu de get,
vous allez utiliser put mapping. Et là, j'ai le ID, ça c'est update. Ici, donc, je vais utiliser tout simplement, comme j'ai le ID, donc je récupère le produit lui-même. Alors, produit P. Mais pour récupérer les données du produit en format JSON, donc je vais utiliser la notation request body. Alors, request body, ça veut dire que les données du produit, ils vont être envoyées au format dans le corps de la requête. Alors, dans ce cas-là, P.setID, je connais son ID, c'est ID. Et directement, je fais save P. Alors, c'est quoi ça? C'est update. En fait, je n'ai pas besoin de faire ça parce que je l'ai déjà dans Spring Database. Donc, je vous montre juste si quelque chose que vous ne pouvez pas faire avec Spring Database, vous pouvez le faire comme ça. Et après, la même chose pour post, pour enregistrer. Donc, vous utilisez post mapping. Ici, on n'a pas besoin de mettre ID. Mais par contre, j'ai besoin de récupérer le produit. Save. Et là, je n'ai pas besoin de faire ça. Donc, j'utilise directement, je récupère les informations sur le produit. Et enfin, delete. Alors, pour faire un delete, donc vous utilisez delete mapping. Delete mapping slash list produit slash ID. Ça, c'est delete. Là, vous pouvez utiliser void. Pour récupérer le ID sous forme d'un path variable. Et après, directement, vous utilisez repository.delete by ID. Ici, c'est ID. On n'a pas besoin de retourner parce que ici, c'est void. Alors, vous voyez donc ici, ça c'est vous créez votre API REST vous-même, personnalisé. L'avantage ici, c'est que vous pouvez accéder à votre couche métier, à la couche service. Vous appelez des traitements, parfois assez complexes, etc. Mais si vous voulez juste faire ça, ben, ce n'est pas la peine. Parce que Spring Data REST a déjà créé un web service générique qui fait déjà beaucoup de choses qui sont basées sur l'interface produit repository, ou bien les interfaces Spring Data REST. Alors ça, c'est l'API REST, donc vous pouvez la tester et après vous allez voir que également ça va marcher. Alors, vous allez voir une différence dans le format. Avec Spring Data REST, vous avez par défaut un objet JSON dans lequel vous avez un élément qui s'appelle embedded, dans lequel vous avez produit, vous avez la liste. Mais si vous appelez directement REST controller, liste, produit, vous avez les résultats en format JSON, mais le format il est différent. Donc ici, ce n'est pas le format fourni par Spring Data REST. En fait, Spring Data REST, il utilise un format un peu standard, qui est très connu, qui s'appelle Atios. C'est un format JSON qui est utilisé pour échanger les données entre les microservices. Donc ça veut dire avec Spring Data REST, c'est plus pratique si vous voulez. Mais sinon, quand vous êtes dans une API classique, vous avez des choses comme ça. Alors la même chose, liste produit /1. Vous avez un produit. Et vous avez donc, vous pouvez tester pour post, pour delete comme tout à l'heure, et vous verrez que ça va marcher bien. Alors enfin, juste une information importante, quand on va travailler avec la partie front-end, généralement nous allons rencontrer un petit problème souvent que vous allez rencontrer, c'est ce qu'on appelle le cross-origin. Alors dans notre application là, notre partie backend se trouve, par exemple, vous appelez produit comme ça. Il se trouve en localhost 8080. Supposons que la partie front-end se trouve dans un autre nom de domaine, x.com, avec un autre numéro de port. Donc à partir de la page HTML que je récupère à partir d'un domaine,
je vais tenter d'envoyer une requête vers un autre domaine. Alors généralement, le navigateur web, le browser, il refuse, généralement, qu'est-ce qu'il fait? Avant d'envoyer la requête, il envoie d'abord une requête vers la partie backend pour lui demander est-ce que je suis autorisé de t'envoyer la requête. Souvent, c'est une requête avec options qu'on va envoyer. Il récupère quelles sont les entêtes autorisées et quelles sont les choses autorisées. C'est à ce moment-là que l'application envoie la requête. Donc ça veut dire que si vous laissez votre API REST comme ça, quand vous allez créer votre application avec, par exemple, avec Angular ou une application mobile, et vous tentez d'accéder à l'application, vous allez voir que votre navigateur, il refuse, il vous dit un problème de cross-origin. Alors c'est quoi la solution? Si vous voulez autoriser tous les domaines, quel que soit le domaine, à envoyer des requêtes vers cette API REST, tout simplement sur votre API REST, soit dans l'interface ou bien sur REST Controller, vous ajoutez cette annotation cross-origin entre parenthèses étoile. Alors pour le moment, vous ne pouvez pas voir trop l'intérêt tant que vous n'avez pas créé vraiment la partie front-end avec un autre, dans un domaine séparé. Alors si vous faites ça, ça veut dire quoi étoile? Ça veut dire que vous êtes en train de dire à votre application, notamment à Tomcat, quand il reçoit une requête de type options pour demander s'il y a une application que vous avez récupérée à partir d'un autre domaine, à partir d'une application d'un autre domaine, maintenant j'ai l'autorisation d'accéder à cette API REST. Si je veux fixer les noms de domaines qui sont autorisés à accéder à cette API REST, je peux les spécifier à ce niveau-là. C'est clair? C'est clair? 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 Très bien. Alors ça c'est la partie backend, ça c'est le micro-service. Alors bon, j'ai enregistré cette démonstration. Je ne sais pas si vous avez une question avant d'arrêter ça. Pratiquement j'ai pratiquement parlé de tout ce qu'il faut savoir. Alors vous pouvez, donc je vais vous envoyer par mail donc le lien donc sur en fait de cette démonstration. Alors ça c'est la partie C'est bon? Alors donc la prochaine séance, donc on va travailler ça en pratique.